Tu écoutes Francophone Down Under, le podcast des parents francophones qui souhaitent donner une éducation bilingue à leurs enfants et encourager la pratique de la langue française même en vivant à l'étranger. Et aujourd'hui, j'interviewe Alizée, maman belge qui vit son rêve australien à côté de Sydney. Bienvenue dans le 10e épisode de la 2e saison de Francophone Down Under. Aujourd'hui, j'accueille à mon micro Alizée. C'est une maman d'origine belge, d'une petite bilingue de 3 ans et demi. Alizée et sa famille habitent à côté de Sydney, et dans cet épisode, la première partie de son interview, elle nous raconte son parcours d'expatriation et de maman d'une mini-bilingue. Bonne écoute! Si je te dis Australie, quels sont les premiers mots qui te viennent à l'esprit? Kangourou, koala, terre rouge. C'était un peu les premiers mots que j'avais en tête avant d'arriver en Australie, je pense. Ouais. Ça reste parce que c'est quand même un peu les emblèmes d'Australie. Mais... ouais, voilà. Et est-ce que tu les as toujours ou alors maintenant l'Australie ça signifie autre chose pour toi? Je pense que c'est resté parce que quand je pensais à l'Australie pendant très longtemps, c'était ces mots-là, donc je pense que ça reste. C'est vrai que maintenant, quand on habite ici, on se rend compte que c'est plus que ça. Il y a plein d'autres choses. Et surtout, d'ailleurs, on les voit pas souvent, les kangourous et les koalas. Il faut aller dans le zoo pour les voir, en général, si tu habites à Sydney. Oui, quand tu es proche du centre-ville, tu les vois pas vraiment. Chouette, hein. Et si je te dis expatriation, à quoi tu penses? Un grand déménagement avec plein de bazar. Expatriation. Je pense à prendre toutes nos affaires. Moi, finalement, quand on est venu avec rien. On n'a pas justement cette idée on n'a pas déménagé tous nos meubles. On a tout laissé là-bas. Et un peu tout quitter, voilà, tout refaire, tout réapprendre, rencontrer plein de nouvelles personnes. Un peu aigre-doux, beaucoup de positifs, mais aussi, comme tu disais, du bazar, Surtout du positif, mais de l'organisation peut-être pour que ce soit possible. Ouais. Pas beaucoup de négatifs, non. Et donc, tu parlais de Sydney tout à l'heure. Tu disais on voit pas beaucoup les kangourous quand on habite à Sydney. Comment tu y es arrivée à Sydney? Qu'est-ce que tu fais là-bas? Alors, c'est une longue histoire, mais je te fais peut-être en récapitulatif. Vas-y. Donc, je te disais, ça fait très longtemps que moi, je rêvais de venir en Australie. Je pense en Europe, il y a pas mal de personnes qui ont ce rêve d'aller en Australie et justement de voir les grandes étendues, la terre rouge et les kangourous. Et puis, quand tu arrives en Australie, c'est pas forcément ça, parce que si tu arrives à Sydney, c'est pas du tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous, si je reprends vraiment au début, quand j'étais à l'université, je faisais un master en géographie et on avait la possibilité de partir en Erasmus. Il y avait beaucoup de pays d'Europe et il y avait quelques pays en dehors de l'Europe, mais l'Australie n'y figurait pas. Et donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé d'ouvrir un partenariat avec une université de Sydney. Ah bah, carrément. Ouais, carrément. Ouais. Je voulais vraiment partir, comme tu vois. Je voulais vraiment aller en Australie. Le truc, c'est que les démarches administratives, ça prend très longtemps, comme on le sait. Et on s'est pas pris vraiment au bon moment, parce que au moment où on était en train d'échanger plein d'emails avec l'université, c'était les grandes vacances d'été. Donc après, il y avait plus personne qui répondait pendant 2 mois. Oui. Ouais. Donc en fait, ça a pris trop longtemps pour que ça s'ouvre quand moi je devais partir. D'accord. Donc on a changé de plan avec une copine. On a décidé d'aller en Finlande et finalement c'était tout aussi bien. On s'est vraiment éclaté. On a vu plein de pays autour. C'était vraiment génial. Mais après l'Erasmus, l'idée de partir en Australie n'était pas terminée. Donc quand j'ai terminé mes études, j'ai quand même décidé de partir. Et là, je suis venue en Working Holiday Visa. J'ai été fille au pair à l'ouest de Brisbane et puis à Byron Bay. Là, j'ai vraiment adoré. Et je suis retournée en Belgique. J'ai fait encore une année d'études pour devenir professeure de géographie et de mathématiques. Après ça, j'ai rencontré mon chéri, Thomas. Et je lui ai dit, je veux retourner vivre en Australie. Parce que j'ai vraiment bien apprécié mon séjour. Je lui ai dit que je voulais vraiment revenir. Et il a eu... En fait, on a été un peu au culot. Moi, avec mon ancien travail, je travaillais en recherche. J'ai été à une conférence à Londres et j'ai rencontré une fille qui voulait bien me sponsoriser pour faire un doctorat à Perth.
C'était vraiment une trop bonne idée. En fait, on a dit à sa boîte, à Thomas, qu'on allait venir en Australie pour que je puisse faire mon doctorat. Soit il le transférait à la branche d'Australie, soit il devait quitter la boîte. Donc, en fait, il a remis un peu l'ultimatum. Et ils ont dit, on a eu trop de la chance en fait, ils ont dit « Ah, mais je connais bien le directeur de la branche d'Australie, je vais vous mettre en contact, on va voir, peut-être qu'il pourra t'engager. » Et puis en fait, il a eu super vite un interview téléphonique et il a été pris, enfin ça s'est fait super vite. C'est le coup de chance. Mais par contre, oui, voilà, le coup de souvent, chance. Le conjoint suiveur, puisque c'est lui qui te suivait, c'est voilà, celui qui a le plus de mal. Et en fait, finalement, vous êtes partis tous les deux, vraiment. Oui, et puis on est venu grâce à lui, au final, parce que du coup, c'est son entreprise qui a sponsorisé nos visas. On a eu, c'était moi qui voulais partir, et puis c'est grâce à lui qu'on a pu faire ça facilement. Le seul ultimatum, c'était qu'on ne pouvait pas aller vivre à Perth, parce qu'à Perth, il n'y avait pas assez de clients pour lui. Du coup, c'était quelque part sur la côte Est. Et en fait, son bureau est à Sydney. Et donc, on a choisi Sydney. Moi, quand j'étais venue, j'étais juste restée 3 semaines, mais j'avais vraiment bien aimé. Je suis pas du tout ville à la base, mais Sydney, j'avais vraiment eu un coup de cœur parce qu'il y avait beaucoup d'étendues d'eau, beaucoup de choses à voir autour de l'eau et beaucoup de voyages qui pouvaient se faire en ferry. C'était vraiment chouette comme ville. Voilà, c'est pour ça qu'on est arrivé à Sydney. Et donc, ça, c'était il y a combien de temps ? Ça, c'était en 2017. Ouais, un moment déjà. Et donc, vous êtes venus juste tous les deux ? Juste tous les deux, oui. Et à un moment, vous étiez plus deux ? Ah ben voilà. À un moment, on était 3. Donc, Margot est née en 2020, en novembre. Donc là, elle a 3 ans et demi. Quand elle est née, on était en visa permanent. Donc, elle est devenue australienne, belgo-australienne, belge-australienne, d'un coup, la première chance. Australienne. Et puis, nous, on a suivi après avec la citoyenneté. C'était quand 2 ans plus tard, je pense. On est devenu australien aussi. Donc oui, donc vous êtes citoyen, donc ça veut dire que l'Australie, c'est la maison maintenant. Voilà, c'est la maison. Et donc, vous êtes tous les deux belges francophones, donc vous parlez français à la maison. Exact. Et donc, j'imagine que ta petite, elle parle français aussi. Elle parle presque que français, en fait, pour l'instant. Est-ce que c'est un choix ? C'est un choix dans le sens où on a décidé qu'elle allait pas aller à la crèche. J'ai voulu m'arrêter de travailler comme ma maman l'avait fait pour moi, pouvoir me consacrer à son éducation, puisque bon, je suis quand même prof aussi, alors c'est quelque chose que j'aime bien faire quand même, d'apprendre des choses. Et donc, c'était sûr que ça allait se passer comme ça pour Margot. Je pense que grâce à ça, elle parle super bien français. Son anglais est très à la traîne pour l'instant, comparé à sa copine, par exemple, qui a 3 mois de plus qu'elle, mais qui va 4 jours par semaine à la crèche. Elle a un anglais beaucoup plus fort. Sa langue de jeu, ça va être l'anglais. Margot, c'est tout en français. Et donc là, elle s'est rendue compte que quand elle allait jouer avec des amis, eh bien, parfois ça coinçait, parce qu'elle leur parlait en français et puis personne ne comprenait. Donc nous, c'est un peu l'inverse. Là, elle essaye vraiment d'apprendre l'anglais. Tu vois qu'elle essaie de faire des efforts, qu'elle essaye de construire des phrases qui sont pas tout à fait correctes, mais elle arrive à se faire comprendre et à jouer. Ça, c'est bien. Donc elle a eu un vrai intérêt aujourd'hui à apprendre l'anglais. Oui. Mais vous avez le français qui est déjà solide. Très, très solide, oui. Et en général, par exemple, elle va un matin par semaine à l'école française, où ils ont une matinée en français. Et c'est un peu comme l'école maternelle qu'on aurait en France, en Belgique. Et c'est la seule qui, je pense, a 2 parents francophones à la maison. Et donc, tous les autres comprennent le français, mais savent pas forcément très bien parler. Il y en a qui savent mieux parler que d'autres, et il y en a qui parlent pas du tout. Et elle n'arrête pas de parler une seule seconde, donc il faut qu'elle apprenne à laisser la parole aux autres aussi. C'est un autre apprentissage, effectivement. Ouais, voilà. Un domaine où elle est brillante, où elle est brillante dans le sens où elle peut briller parce qu'elle est, elle sait, c'est important aussi pour les enfants de se sentir compétents quelque part. Elle fait encore des erreurs en français, c'est sûr, mais c'est rigolo. Et aussi, c'était drôle de voir que il y a quelques différences de français entre la Belgique et la France.
Et du coup, parfois, je vais la chercher à l'école et sa maîtresse me dit « Mais ça veut dire quoi ça ? Margot, elle essaye de me dire quelque chose depuis tout à l'heure. Je comprends pas ce mot. » C'est des mots qu'on utilise juste en Belgique. On dit farde. Vous ne savez pas ce que c'est farde. Pour nous, c'est tellement un mot commun. Je sais pas si tu sais ce que ça veut dire farde. Dans quel contexte? Par exemple, si tu penses à l'école, est-ce que tu as pris ta farde ou elle est où ta farde? Tu veux ça Non. Là, non. Farde, ça veut dire classeur ou un cahier. Ou... D'accord, ouais, non. C'est trop rigolo pour moi, c'est tellement... C'est tellement grand, la francophonie, c'est tellement varié, tellement riche. Ça m'a fait rire parce qu'il y a quelques jours, j'étais avec une élève et elle me disait ce week-end, je vais aller à Melbourne avec mes amis et on va magasiner. Et mon premier réflexe, ça a été non, on dit pas magasiner. Puis après, en fait, j'ai rien dit parce que je me suis dit, mais bien sûr que si, on dit magasiner. On dit magasiner au Québec, il n'y a pas de raison qu'elle ait pas le droit de l'employer. En fait, c'est pas du mauvais français, c'est du français très correct. Simplement, c'est pas celui que moi je parle. Mais c'est un différent français. Voilà. C'est bien parce que on a un mélange de français différents qui est apporté par tous les francophones qui viennent. Et c'est un enrichissement pour notre langue. C'est très riche parce que... Par exemple, oui, aussi tout à l'heure, j'étais la chercher et ils ont fait de la pâte à modeler. En France, on dit pâte à modeler, en Belgique, pas du tout. On dit plasticine ou pâte à sel. Enfin, c'est peut-être une autre recette, pâte à sel. Mais plasticine. Et du coup, Margot, c'est très intéressant pour elle parce qu'elle se rend compte qu'un mot peut être dit de plein de manières différentes. Déjà, dans la même langue. Et puis en plus, elle se rend compte qu'en anglais, on dit pas comme ça, on dit autrement. En espagnol, enfin, tu vois, c'est dingue pour eux de comprendre qu'on peut utiliser différents mots pour la même chose. Ouais, nos petits bilingues ou apprentis bilingues, ils ont très tôt l'idée d'un métalangage, en fait, du fait que une idée peut être représentée par plein de mots différents dans la même langue et dans des langues différentes, mais ça reste la même idée. Ouais. Ça reste ça représente le même objet, par exemple, et ça, c'est effectivement hyper important dans la construction du langage. Donc oui, elle parle plutôt français. Et est-ce que toi, tu as, en plus d'être une famille uniquement francophone à la maison, est-ce que vous avez cherché à vous entourer d'autres francophones ou alors est-ce que pas vraiment Mais à la base, je pense que ça s'est fait naturellement, mais on cherchait pas forcément à s'entourer de francophones. Quand on est arrivé en Australie, ce qu'on avait surtout envie, c'est d'avoir des amis. Je pense que tout le monde, on est aussi une famille très sociale, je crois, très sociable. Et donc, ce que je faisais au début, quand on était arrivé, c'était que j'organisais plein d'événements pour rencontrer des gens. Et c'était aussi je voyais que, par exemple, au début, quand on est arrivé, moi, j'étais encore plus dans la recherche dans les groupes, je regardais dans les backpackers. Tu vois, quand j'étais en Australie la première année, j'étais en tant que backpacker. C'était pas vraiment, on n'avait pas encore très bien compris la différence entre les backpackers et les résidents permanents. Comme on était tout juste, venait tout juste d'arriver. Et du coup, on organisait plein d'événements pour se rencontrer entre backpackers, pour qu'il y ait plein de personnes qui puissent bénéficier de comme ça rencontrer des gens, qui est très chouette quand on voyage. Donc, j'organisais des week-ends, j'organisais des barbecues, j'organisais des randonnées, on faisait vraiment plein de trucs. Et on avait comme ça des beaux groupes d'amis qui se sont construits. Et ce qu'on a remarqué, c'est que on avait des grosses vagues où tout le monde partait en même temps. Et c'était super déprimant. Ça brise le cœur. Ah, on perdait tous nos amis d'un coup. Je crois que c'est arrivé 2 fois. Et puis, j'ai arrêté de faire ça parce que j'en avais vraiment marre. En fait, c'était des amis, mais pour 1 an max. Et... c'est pas ce qu'on voulait. En habitant ici, tu veux rencontrer plus des gens qui restent. Du coup, après, on a compris la différence. On s'est tourné vers des groupes plus résidents permanents. Et puis, il y a d'autres personnes qui ont eu la même expérience avant nous, puisque ces groupes-là, ils existaient déjà. Donc, et après, on a rencontré pas mal de personnes. Et au final, je pense que c'est juste parce que quand tu parles la même langue, que tu as la même culture, que... tu partages les mêmes choses, tu sais beaucoup plus vite lier des liens et beaucoup plus vite créer des amitiés. Et je pense que tu ressens vraiment un attachement fort avec les gens qui parlent la même langue que toi. T'as plus facile à t'exprimer aussi. Et du coup, en fait, nos meilleurs amis maintenant, ils parlent français. Donc souvent, on voit des amis qui parlent français.
On a une super bonne copine française avec un mari australien. Donc, quand on se voit, on peut parler en anglais aussi. Mais souvent, on va se voir parce qu'elle a une petite fille 1 an plus jeune que Margot. Et donc, on va tous parler français. On a l'autre meilleure copine de Margot qui est aussi belge francophone. D'accord. Du coup, voilà, je pense que c'est pas forcément quelque chose qu'on a recherché, mais quelque chose qui s'est fait naturellement. Et on a aussi des amis australiens, des amis de Colombie, donc qui parlent espagnol, mais je pense que tu ressens plus très vite des liens forts avec les gens qui parlent la même langue que toi. Ce que moi, j'ai ressenti. Le couple d'amis belges, c'est sûr qu'on allait être amis, enfin, évidemment, si on c'est possible qu'on s'entende pas bien, mais il n'y a pas beaucoup de Belges francophones en Australie. C'est ça que je voulais mettre en évidence aussi. Il y a beaucoup de Belges qui parlent néerlandais. Du coup, dès que tu trouves des Belges qui parlent français, ça va être tout de suite « Ah, trop bien, on va boire un verre quand ?» Je vois ce que tu veux dire. C'est encore plus, c'est extra spécial, quoi. Ouais, voilà. Donc, vous avez votre petit réseau comme ça, de francophones. Et est-ce que c'est important pour toi de transmettre la langue française à ta fille? Est-ce que c'était important même avant sa naissance, ou est-ce que c'est juste quelque chose qui s'est fait? Ben, je pense pareil, ça aurait été tellement bizarre qu'elle parle pas français. Enfin, pour nous, comme on parle français tous les deux, c'est sûr que la langue dans laquelle on se sent bien et qui est naturelle, ça va être le français. Donc pour nous, si elle parle pas français, ce serait vraiment très bizarre. Je me vois pas parler en anglais à Margot, pour les mêmes raisons de communication, de facilité de compréhension, de pouvoir exprimer ce que tu as envie de dire avec les bons mots. Parce que même si on est bilingue, c'est pas forcément toujours facile de parler correctement anglais, sans faire de fautes, etc. Donc je pense que les 7 dernières années, finalement, depuis qu'on est arrivé, Thomas travaillait beaucoup en déplacement. Donc c'était souvent Margot et moi à la maison, rien qu'à deux. Je me voyais, enfin c'est sûr que j'allais lui parler en français. Donc c'est comme ça que c'est arrivé naturellement encore. Et puis maintenant, il a arrêté plus ou moins de voyager. Plus ou moins, oui, voilà. Moins Et du coup, fréquemment, en tout ouais, cas. voilà, beaucoup moins fréquemment. Espérons, croisons les doigts et touchons du bois. Mais du coup, il est à la maison aussi, et c'est sûr qu'on va se parler en français. Pour moi, ce qui est important, c'est que je pense que parler, il y aura jamais de problème. Peut-être que tu vas me dire différemment quand elle commencera l'école. Peut-être que elle va peut-être régresser un peu en français, je sais pas. Ou alors elle va continuer à nous parler en français, ou elle va essayer de nous parler en anglais. J'ai aucune idée de ce qui va se passer. Comme son français est tellement fort maintenant, c'est tellement difficile pour moi d'imaginer qu'elle pourrait un jour me parler en anglais, mais c'est possible. On verra. Mais je l'entends déjà quand elle essaie de jouer avec ses copines en anglais. Elle va continuer, elle va peut-être me parler en anglais s'il y a des amis anglophones autour de nous, quoi. Mais oui, voilà, je pense que c'est très important pour moi qu'elle parle français. Et puis toute notre famille est encore en Belgique. Mais ils sont tous là-bas, donc c'est sûr qu'il faut qu'elle leur parle en français. Mes parents se débrouillent un petit peu en anglais, mais ça c'était une grande peur qu'ils avaient, mes parents, de « Oh, mais elle va parler en anglais, on pourra pas communiquer avec elle. » Ça, ils ont pas du tout ce problème-là pour l'instant. Donc oui, pour toi, c'était d'une part une évidence, Ouais, et voilà. puis c'était très important pour garder le contact avec la famille encore en plus. Puis aussi, c'est vraiment un gros cadeau, je pense, qu'on leur offre, de pouvoir parler 2 langues. Donc pour moi, c'est important qu'elle puisse avoir ces 2 langues, et qu'elle le perde pas. Et puis peut-être qu'elle décidera de faire l'inverse de moi. Peut-être qu'elle voudra aller en Belgique ou en Europe après, plus tard, qui sait. Et donc si elle a pas le français, ce serait vraiment dommage. Ouais, ouais, ce serait du gâchis d'une certaine Ouais, manière. voilà. Donc toi, le but, si je comprends bien, c'est quand même d'entretenir le français pour qu'elle le conserve et qu'elle arrive à l'âge adulte en sachant parler, lire et écrire en Ouais, français. oui. Quelque chose qui serait très important pour moi, et ça c'est quelque chose que je vais devoir faire un petit peu attention, je pense, c'est que si elle va pas à l'école, elle ira normalement pas à l'école bilingue pour toutes ces années après en primaire. Je pense qu'elle ira à l'école publique en anglais, et qu'elle continuera à l'école française, mais c'est juste 1 fois par semaine, donc ça va l'aider. Mais c'est surtout pour l'écrit. J'ai rencontré beaucoup de personnes dont un des 2 parents, souvent,
parler français et ils savent très bien parler français. Par contre, ils ont même peur de l'écrire parce qu'ils font trop de fautes et donc ils sont trop gênés de l'écrire. Alors, j'avais des amis avec qui je parlais français dès qu'on était au téléphone et dès qu'elle m'écrivait, c'était en anglais. Elle voulait pas du tout écrire. Et ça, j'aimerais bien qu'elle ait quand même un bon écrit. Il doit pas être parfait parce que c'est pas forcément... Je veux dire, si elle en a besoin plus tard, elle pourra aussi l'apprendre et le perfectionner, mais qu'elle ait au moins des bonnes bases à l'écrit, ça serait cool. Ouais. Et donc elle va, tu dis, aller à l'école française, c'est... Et en fait, ils font des classes toute la semaine et le week-end pour les différents âges. C'est là pour les plus petits, c'est 2h30 par semaine. Ça commence à partir de 3 ans. Et après, ils font tous les âges. Pour les grands, je sais pas si ça dure plus longtemps ou pas. Je sais que c'est après l'école ou alors le samedi pour les plus grands. Et à ce que j'ai entendu, ça leur donne un super bon niveau pour la grammaire et tout ça, qui me fait peut-être un petit peu plus peur aussi pour lui apprendre toutes les règles de grammaire dont je me souviens pas forcément. C'est un peu un automatisme quand t'écris, mais de là à l'expliquer, faut aller revoir dans les Becherel, etc. Mais c'est automatique et puis tu sais plus pourquoi tu l'écris de cette manière-là. Non. Bah donc déjà, ça veut dire que t'as une structure en place, déjà, t'as un début de plan sur comment tu vas pouvoir t'y prendre, t'es pas toute seule, quoi. On a de la chance, on a pas mal d'opportunités au nord de Sydney. Ils ont un peu partout à Sydney, mais là, près de chez nous, ça va. On a des playgroups en français, on a quelques personnes qui font des cours de langue, des écoles de langue, même des camps après l'école ou pendant les vacances où ils peuvent faire des activités en français. On est bien entouré. C'est tout un maximum 30 minutes de route, donc dans un peu toutes les directions. Oui, il y a vraiment une grosse communauté francophone alors. Oui, en fait, il y a vraiment beaucoup de familles autour de Killarney Heights, ils habitent à Killarney Heights. Là, ils ont une école, en fait, c'est public, mais ils ont un programme français dans cette école-là. Donc, il y a beaucoup de familles qui vont s'installer dans le school catchment pour qu'ils puissent aller à l'école. Ouais. D'accord. Il y a qu'une seule école avec un programme bilingue, à ta connaissance en tout cas. Près de chez nous, il y a cette école-là. Après, au sud de Sydney, il y a le lycée Condorcet. Après, voilà, le lycée français. Ouais. Mais il y a que cette école-là qui offre un programme bien poussé en français. Je sais plus combien d'heures par semaine ils ont, mais ils ont pas que des cours de français. Ils ont aussi les cours de géographie, histoire, mathématiques en français. Okay. Je sais plus très bien combien d'heures ils ont par semaine, mais après, je sais qu'il y a certaines écoles qui donnent des cours de français aussi mais ça, c'est quoi des cours de langue. J'avais d'ailleurs enseigné un petit peu au tout début quand on était arrivé en Australie. C'était juste pas très pratique pour travailler parce que j'avais pas de voiture et ils t'envoient dans chaque école à gauche, à droite pour 1 heure, 2 heures, par-ci, par-là. Donc, c'était juste pas très... Mais c'est bien. C'est intéressant de voir que avant d'arriver en Australie, je savais pas qu'ils avaient autant de possibilités de parler le français dans les écoles publiques australiennes. Et souvent, pas souvent, mais certaines fois, je me rendais compte qu'en fait, il y a des Australiens qui parlaient bien français, qui comprenaient vraiment bien. Et tu penses que tu peux parler ouvertement. Et en fait, non, on comprend ce qu'on dit parfois. Et il y a de plus en plus de francophones partout, faut faire attention. En tout cas, donc toi, t'as déjà au moins un début de plan. Mais oui, c'est incroyable qu'il y ait toutes ces structures qui soient déjà là. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Dans 2 semaines, pour la deuxième partie de l'interview, Alizée nous parlera de Koala Bliss. Ce sont des ateliers bien-être qu'elle propose également en français à la communauté francophone de Sydney. En attendant, viens me rejoindre sur Instagram et dis-moi ce dont tu veux que je parle dans un prochain épisode. À bientôt!